Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va aborder un thème central quand on vit avec des problèmes de santé chronique, quand on vit avec des douleurs chroniques, c'est le fait de se faire aider, de pouvoir bénéficier d'une aide, d'un accompagnement auprès d'un psychologue, d'un psychothérapeute. Et c'est un sujet dont je vous parle tout le temps, où je reçois énormément de questions, mais finalement je n'avais jamais fait de vidéo sur ce sujet. Donc j'ai choisi aujourd'hui pour fêter le passage, le cap des 10 000 abonnés, de vous faire une vidéo spécialement sur ce sujet qui va vous permettre d'y voir plus clair sur quel type de thérapie choisir, qu'est-ce que peut m'apporter la consultation avec un psychologue, est-ce que ça peut m'aider sur mes douleurs chroniques, comment ça peut m'aider, comment je fais pour choisir mon psy, est-ce qu'il y a une meilleure approche psychothérapeutique qu'une autre, et pour pouvoir faire une vidéo qui soit vraiment le plus pertinente possible, eh bien j'ai choisi d'inviter quelqu'un sur ma chaîne YouTube, comme vous avez pu le voir sur la vignette, ce n'est pas une surprise, j'ai invité Catherine du compte Catherine la Psy. Catherine propose des ateliers en ligne sur des sujets variés pour commencer à faire un travail chez soi. Et puis surtout, elle propose énormément de contenu gratuit, que ce soit sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram. J'apprécie tout particulièrement ses contenus parce qu'ils sont toujours sourcés, elle a toujours une approche déjà nuancée et une approche scientifique. J'ai décidé que c'était vraiment la personne la plus adaptée pour répondre à vos questions. Bonjour Catherine, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Aurore de m'avoir invitée. Alors, comme je l'ai dit en introduction, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir un peu démystifier la consultation psy, ce qu'on y fait, ce qu'on peut en attendre. Et je me suis dit que ton éclairage, donc déjà en tant que psychologue, mais surtout en tant que psychothérapeute, puisque toi, tu es psychothérapeute en plus, moi je ne suis que psychologue, pouvait nous apporter un éclairage intéressant. Donc, j'ai regroupé les différentes questions que je reçois le plus souvent sur les réseaux, les mythes aussi qu'on peut avoir sur la consultation psy, hein, qui est un peu on va dire ton cheval de bataille, le pourquoi tu as créé ton compte et Catherine la Psy initialement. Donc, je te propose qu'on regarde et puis qu'on discute un peu de tout ça ensemble aujourd'hui, puis que tu nous partages tes expériences à ce sujet-là et puis aussi ton avis. Ok. Donc, première chose, on va parler de ce qui amène à consulter et ce qui fait que souvent on ne consulte pas. Alors comme tu sais, moi, les gens qui me suivent sont principalement des gens qui vivent avec une maladie chronique, mais une maladie chronique somatique, pas une maladie chronique psychique. Et du coup, il y a souvent des grands freins au fait de consulter parce que les gens se disent ma maladie elle est physique, je vois pas ce que peut m'apporter un psy, je vois pas finalement à quoi ça va me servir, ça va pas me soigner. Est-ce que tu peux nous dire ce qui selon toi fait que ça peut apporter quelque chose d'aller consulter un psy, même quand le problème initial, on va dire le déclencheur de la souffrance psychique est une maladie physique et des douleurs physiques ou autres? Alors il y a deux éléments, il y a ce qui est en amont des douleurs et il y a ce qu'il y a en aval. Alors, ce qui paraît le plus, entre guillemets, facile à décrire, c'est ce qu'il y a en aval. Et aussi, je le dis plus volontiers, parce que parfois, dans le milieu médical, moi j'ai des patients qui, effectivement, ont mis du temps à consulter en psychothérapie parce que ils ont l'impression que s'ils viennent consulter, ça veut dire qu'on leur dit que c'est dans leur tête. Et je mets entre guillemets parce que, de toute façon, la douleur est traitée au niveau cérébral, mais par contre, on a l'impression qu'on leur dit que du coup, ça veut dire que leur douleur, elle n'existe pas, ou qu'ils les ont inventés, et il y a quelque chose d'un petit peu culpabilisant ou de minimisant en fait par rapport à la douleur, et donc le côté de se dire qu'il y a des choses en amont, je vais en parler un petit peu après, qui pourraient favoriser ou amplifier les douleurs, et parfois dans le milieu médical, ça peut être compliqué en fait. Donc j'ai des patients par exemple qui n'osent pas dire à leurs soignants qu'ils vont en psychothérapie pour traiter certains traumatismes, etc. parce qu'ils ont peur qu'on leur dise dans ce cas c'est pas la peine, on arrête de chercher, surtout que dans certaines pathologies chroniques et des douleurs persistantes, parfois il y a plein d'imageries, ils ont fait plein d'examens, pour l'instant on trouve pas, et voilà, et donc ça rejoint tout ce qu'il peut y avoir comme idées et préjugés sur ce qu'on appelle la psychosomatique. Alors peut-être on pourra en parler tout à l'heure, j'en sais rien, parce que ça a beaucoup évolué cette vision-là, et il y a des recherches qui sont faites par rapport à ça. Donc voilà, donc la question en amont, je comprends tout à fait en fait que ça puisse être délicat, et en fonction des relations thérapeutiques qu'on peut avoir avec les soignants, ça peut être un peu difficile. Du coup, je parle plus volontiers, plus facilement de ce qu'il y a en aval, c'est-à-dire qu'on comprend
comprend bien que quand on a une douleur ou des douleurs récurrentes, fréquentes, parfois même aléatoires, qu'on n'a pas comprises sur le plan médical, on ne sait pas quand elles apparaissent, voilà, ou même quand elles sont entre guillemets comprises, c'est-à-dire si on prend une pathologie comme l'endométriose, il y a des choses qui sont comprises, même s'il reste encore beaucoup de recherches à faire. On sait le type de douleur que ça peut créer. Par contre, ça peut venir de manière complètement aléatoire, avec des intensités aléatoires. On comprend bien que dans ces cas-là, on peut se retrouver dans des situations très anxiogènes. On est anxieux ou anxieuse, on peut y penser tout le temps. Notre attention, notre système attentionnel est dirigé tout le temps vers une sorte d'hypervigilance de la sensation corporelle. Et ça peut être déjà, ça peut créer des troubles anxieux, ça peut générer de la dépression aussi. Il y a des études qui disent qu'il y a 84% des personnes avec des troubles, des douleurs persistantes qui peuvent développer une dépression. Alors après, les chiffres peuvent évoluer un peu, mais c'est quand même énorme, quoi. Donc pour dire que on peut déjà avoir en tête que ça peut nous aider à traiter ou en tout cas s'occuper des facteurs qui découlent finalement de ces pathologies, de l'errance médicale qu'il peut y avoir et de sentiments d'impuissance qu'on peut avoir avec les douleurs, le fait que parfois en fonction des rendez-vous médicaux on peut avoir l'impression qu'on n'est pas assez important, que notre situation dérange, etc. Enfin voilà, tout un tas de choses qui découlent finalement de ça. Donc déjà en psychologie, en psychothérapie, on peut s'occuper de ça. Les pensées catastrophistes, je vais pas m'en sortir, j'y arriverai jamais, les émotions anxieuses très fortes, les colères très intenses liées à tout ça, le sentiment d'impuissance, et puis aussi les comportements, notamment d'évitement, parce que quand t'as super peur d'avoir mal, ben parfois il y a des mouvements que tu vas éviter, des sorties avec des amis que tu vas éviter par peur, alors que ça pourrait quand même être intéressant de les maintenir ou de les garder, ou en tout cas de les moduler, voilà. Donc ça c'est des choses qu'on peut aider les gens à gérer pour que ce soit moins douloureux psychologiquement d'avoir ces douleurs somatiques. Après, il y a aussi des... Alors ça c'est plutôt en amont, et là, c'est là que parfois il y a des personnes qui pensent que on leur dit que ça veut dire que leurs douleurs sont pas réelles, ce qui est faux. C'est que il commence à y avoir des études sur les traumatismes, notamment les traumatismes de l'enfance, et il y a une corrélation, alors c'est pas une causalité, donc c'est-à-dire que pour l'instant il y a encore vraiment des choses à chercher par rapport à ça, mais il y a une corrélation entre les personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance et le développement 30 ans plus tard de douleurs persistantes et de pathologies chroniques. Donc ça veut dire que c'est une piste qui semble vraiment intéressante, d'aller traiter les traumatismes de l'enfance pour voir si on peut, alors soit faire disparaître, on ne sait pas encore si ça pourrait vraiment être à l'origine seul, mais en tout cas ça modifie complètement le traitement cérébral de la douleur. Et du coup, ça peut complètement soit amplifier des sensations qui seraient moins gênantes sinon, mais aussi ça va modifier ce qu'on appelle le système inhibiteur, c'est-à-dire quand notre... tu connais bien ça et toi t'en parles régulièrement, mais c'est-à-dire que quand notre corps détecte une douleur, il va être traité en partie par l'amygdale du cerveau, donc la partie qui traite globalement, c'est un peu raccourci, mais globalement des émotions, qui va aller dire à une autre partie, bon voilà, j'ai détecté ce truc, je mets mon alarme très fort, maintenant, autre partie du cerveau, notamment le cortex en gros, dis-moi si c'est vraiment dangereux ou pas. Et à ce moment-là, s'il dit non, c'est pas si dangereux que ça, il va y avoir une rétroaction qui va dire bon, finalement tu peux apaiser la sensation, etc. Mais ça, cette inhibition, elle peut être complètement déréglée par des traumatismes antérieurs. Donc en tout cas, c'est une hypothèse qui est faite, il y a des recherches qui sont en train de se faire là-dessus. Donc c'est une piste intéressante, et c'est pourquoi dans ma patientèle, j'ai des patients en plus de ceux avec qui on traite les conséquences des douleurs, mais aussi avec qui on traite les traumatismes de l'histoire, parce que on considère que ça peut être une piste intéressante. Oui, puis c'est important vraiment ce que tu dis, de dire que on peut aussi aller chez le psy juste parce que émotionnellement c'est compliqué, et comme tu dis, les conséquences que ça a, et que le fait d'aller consulter un psy, à aucun moment ça veut dire que ce qui est à l'origine est forcément un facteur psychologique. Par contre, comme tu l'as bien expliqué avec les études ACE, d'ailleurs si les gens veulent plus d'informations, je mettrai en haut, j'avais fait une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant de se dire si à un moment donné il y a un facteur entre guillemets psychologique, mais là plus traumatique, qui a pu impacter, avoir un impact sur comment
sur la régulation du système de stress, finalement, enfin du système nerveux, ça peut être intéressant de le traiter. Ça ne veut pas dire pour autant que la maladie est due à ça. Et souvent, les gens font le raccourci, en effet, de se dire si je vais voir un psy, c'est parce qu'on me dit que c'est dans ma tête que c'est psychologique. Et puis, juste pour apporter le témoignage, moi, je l'ai vécu. J'étais hospitalisée à un moment donné où on comprenait pas ce que j'avais et où, quand le psy est arrivé, forcément, m'a demandé tout mon passé, il m'a demandé tous les antécédents de famille. Forcément, quand on cherche, on trouve des problématiques, des traumas et autres. Et où, du coup, sur le dossier, très rapidement, j'ai compris que si je disais tout, il allait être écrit qu'on cherchait pas plus loin. Exactement. Et ça, c'est vraiment un problème. Alors, on a aussi le cas dans des situations de douleurs qui sont vraiment somatiques. Dans le cas quand on a des patients qui attaquent leur entreprise au niveau parce qu'il y a eu un accident de travail qui est avéré, donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui s'origine dans quelque chose de psychologique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a aucune preuve que ce serait possible qu'une douleur ne vienne que de quelque chose de psychologique. C'est pas ça le lien, en fait. Aujourd'hui, les corrélations, c'est plutôt que de manière générale, la psychologie peut déréguler la manière dont le cerveau va traiter la douleur, mais la douleur, elle peut tout à fait être là à l'origine. C'est juste que il va amplifier où le seuil va être beaucoup plus bas, donc on va tout de suite avoir une sensation plus intense, mais on n'est pas en train de dire qu'en fait la douleur n'existe pas. Pas du tout. Ça, c'est plutôt une histoire notamment française avec la psychosomatique. Voilà. Mais effectivement, malheureusement, dans des situations comme ça liées aux accidents de travail, là, j'ai vu des situations où il y a des expertises. Donc l'entreprise va missionner des expertises, notamment psychologiques. Et si on découvre des traumatismes dans l'histoire, alors effectivement, malheureusement, les avocats, alors j'imagine que c'est leur travail, mais bon, ils prennent pas trop en compte justement le traumatisme, ce que ça peut générer. Ils vont essayer de faire passer le fait que non, mais en fait c'est de la faute de tout ça et c'est pas lié au travail, quoi. Donc je comprends tout à fait que sur un plan relationnel, parfois on a peur de dire voilà, mais il s'est passé ça dans mon histoire, ah bah mais c'est pour ça qu'il y a les douleurs. Non, les douleurs, on n'a jamais dit que ça peut complètement s'originer seulement dans un truc psychologique. Enfin en tout cas aujourd'hui, à l'état de mes connaissances, j'ai jamais vu quoi que ce soit là-dessus. Oui, puis il y a aussi tous les gens qui sont en situation d'errance médicale où du coup, comme tu disais tout à l'heure, tu le disais bien, ils ont peur que si le médecin, si à un moment donné il y a une difficulté psychologique, que le médecin, à un moment donné, explique les symptômes par quelque chose de psychologique parce que lui, il est en limite de ce qu'il peut proposer aux patients. Et c'est vrai que ça, il y a aussi cette peur-là. Donc, faut bien déjà dire aux gens qu'eux aussi peuvent consulter sans forcément le dire à leur médecin, en fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est le cas d'une partie de mes patients, ils le disent pas, parce que ils ont peur d'être mis dans une case, qui serait que du coup, on va arrêter de chercher en fait d'où vient leur problème. Donc, moi, vraiment ce que je voudrais véhiculer par rapport à ça, c'est que la psychologie est un modulateur de la perception de la douleur. Ça veut pas dire que c'est l'origine de la douleur. La douleur persistante modifie notre cerveau. Ça, à force, en fait, ça crée justement des modifications des substances chimiques et notamment la connectivité entre les différentes régions du cerveau, elle fonctionne vachement moins bien. Donc, si je reprends mon exemple tout à l'heure t'as ton système de détection dans l'amygdale qui dit « Oh là là, il se passe un truc, toi, cortex, dis-moi... » Enfin, je raccourcis parce que c'est pas que le cortex, mais bon, disons... Toi, cortex, maintenant, dis-moi si le signal que j'ai noté, il est si dangereux que ça ou pas, et dis-moi si je dois augmenter ou diminuer. Il faut en fait des neurones qui connectent bien entre eux. C'est-à-dire, c'est pas le neurone qui est dégradé, mais c'est la manière dont ça connecte entre eux. Et donc, si ça marche pas bien, tu peux plus avoir ton inhibition, tu peux plus avoir ta rétroaction, et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, les douleurs persistantes, à terme, peuvent amener ce qu'on appelle des troubles cognitifs, et notamment cette rétroaction, c'est cognitif. Donc vraiment, ça modifie le système cérébral, donc c'est juste que, pour moi, alors après ça c'est mon interprétation, j'ai pas lu forcément des choses là-dessus, mais bon, c'est socialement, il y a une psychophobie qui fait que tout ce qui est psychologique ou psychiatrique, c'est synonyme de personne qui a moins de valeur que les autres, ça signifie c'est pas important, c'est pas intéressant, alors qu'en fait je vois pas pourquoi. Oui, puis c'est synonyme aussi, je crois, dans l'inconscient collectif d'une espèce de, alors heureusement ça change, mais de volonté en fait, si c'est psychologique, ça veut dire qu'avec un peu d'effort, je peux passer par-dessus. Sauf que comme tu le dis, ce qui est psychologique est neurologique. Donc forcément, à un moment donné, quand il y a des mécanismes qui se mettent en place, votre cortex
tout ce qui vous permet de faire preuve d'inhibition et d'inhiber certains messages n'est plus accessible. Donc, la volonté... Puis vraiment, ça marche plus. Enfin, je le redis, ça modifie le cerveau. De même que les traumatismes, ça modifie le fonctionnement cérébral. Donc, si vous réparez pas, entre guillemets, un peu, mais si on répare pas le fonctionnement, le cerveau va fonctionner d'une autre manière. Et donc, en fait, en gros, il fonctionne pas. Je sais pas, c'est comme si on a un trouble, je sais pas moi, en ce moment j'ai un problème dans mon four, la lumière elle s'allume plus, du coup parfois j'oublie est-ce que je l'ai laissé allumer ou est-ce que je l'ai éteint. C'est pas juste une histoire d'attention ou de faire la lumière marche plus, il faut que je change l'ampoule. En fait c'est pareil, dans le cerveau si t'as des trucs qui marchent plus, alors la bonne nouvelle c'est que c'est réversible, on peut travailler là-dessus, mais ça peut être un peu long aussi en fonction justement des antécédents et de tout un tas de conditionnements et d'apprentissage, et notamment la durée de la douleur aussi va jouer. Si ça fait des années, il y a plein de choses qui sont modifiées. Donc voilà, c'est vraiment important c'est pas une histoire de volonté, carrément. Là-dessus, je te rejoins tout à fait. Quand on reprend ce qui amène à pas consulter, il y a déjà cet aspect-là, justement, où les gens ont peur d'être finalement étiquetés avec ça vient de la personne, c'est psychologique, c'est dans la tête, et finalement si je consulte un psy, ça veut dire que peut-être je serai moins aidée pour la prise en charge à côté moins pris au sérieux peut-être. Ouais, ou moins pris au sérieux comme tu dis. Après il y a une autre chose qui est souvent revenue, c'est la vision qu'on a des psys. C'est-à-dire tous les mythes qu'on a sur ce que fait un psy. Et notamment, et je pense que là, on est lié à tout cet héritage psychanalytique qu'on a en France, le fait que le psy, va ne faire qu'écouter, ou va voir interpréter ce que vous dites. Par rapport à ça, effectivement, en psychotrauma, on n'est pas du tout sur des éléments d'interprétation symbolique. J'ai mal à tel endroit, ça veut dire que j'ai un problème avec ma mère. C'est du côté gauche, donc ça veut dire que c'est plutôt... Non, ça c'est vraiment Michel Odoul, tout ça, si ça vous parle et que ça vous fait pas culpabiliser ou vous vous sentez bien avec ça, si vous voulez, mais c'est pas du tout scientifique. Donc... dans les approches du psychotrauma, au contraire, on fait du feedback parce qu'on considère que justement la relation est extrêmement importante et que les personnes qui ont vécu des traumatismes et la douleur peut être traumatique, c'est-à-dire qu'avoir eu des douleurs pendant intenses notamment et pendant des jours et des jours, ça peut devenir traumatique. En fait, les personnes qui ont vécu des traumatismes ont elles aussi donc des modifications cérébrales, je passe un peu les détails, mais globalement elles ont vraiment besoin de pas être seules justement avec ça, sinon ça redéclenche tous les éléments traumatiques. Donc c'est très important qu'on fasse du feedback, et donc on est très porté sur comment on crée une relation thérapeutique, quel type de communication on fait, on peut même donner des éléments de nous-mêmes, non pas pour raconter notre vie, mais pour quand on estime que ça peut aider les patients, parce que parfois ça aide les patients de savoir que nous aussi, on a des difficultés parfois, ou que ça a été compliqué, etc. Donc ça c'est une première chose. Effectivement, on fait pas qu'écouter et globalement, on parle peut-être autant que le patient, ou peut-être un peu moins quand même, j'en sais rien, mais ça peut être, en tout cas ça peut être autant que le patient. Et puis surtout, on a des techniques où on va se lever, on va bouger, on va faire des jeux de rôle pour activer certaines émotions. Donc, on va remplir des tableaux ensemble. Donc non, c'est plutôt une sorte d'activité, quoi. Avec d'ailleurs, on repart souvent avec des exercices à faire à la maison, etc. Oui, parce que je reprécise qu'il y a plusieurs façons de travailler, et ça, on va en parler en fonction des approches et en fonction des psychothérapeutes aussi. Et j'en parle parce que moi, je viens de suivre ta formation sur les protocoles et les plans de traitement. Toi, tu travailles avec des protocoles et des plans de traitement, donc tu sais déjà exactement où tu vas avec ton patient, et ce que tu lui proposes, c'est vraiment dans le cadre d'un plan de traitement qui a été établi avec différentes étapes. En tout cas, on a une guideline, ouais, effectivement. On a un des éléments très importants du type de thérapie que je mène, c'est que alors on a quelques petites choses qu'on fait dans les premières séances, mais après on définit ensemble un objectif. C'est-à-dire que c'est pas moi qui définis là où les patients veulent aller. Alors bien sûr, si les patients me disent je veux avoir des ailes et me mettre à voler, je vais leur dire que je peux pas faire ça, mais donc c'est juste pour dire que voilà, on peut pas prendre n'importe quel objectif, mais on travaille ensemble l'objectif, et après effectivement le plan de traitement est établi en fonction de ce que veulent les patients. Et des patients c'est plutôt en lien avec des éléments émotionnels, d'autres en lien avec des éléments relationnels avec des personnes, d'autres en lien avec leur estime d'eux-mêmes. Il y a aussi, et ça j'ai eu beaucoup je rebondis du coup sur une autre question qu'on me posait beaucoup, les gens sont perdus dans la jungle du monde psy. Parce qu'aujourd'hui, et alors moi j'avais fait des petites stories pour expliquer, mais je pense que ça peut être intéressant qu'on le réexplique ici.
entre le psychologue, le psychothérapeute, le psychopraticien, celui qui se met thérapeute en psycho-énergéticien. Enfin, en fait, les gens sont un petit peu perdus, le psychiatre, sur finalement comment je fais pour m'y retrouver, puis qui je vais consulter, finalement, qui va être compétent. Est-ce que toi, tu peux nous refaire un petit topo rapide sur, parce que pour le coup, moi, je suis psychologue, mais j'ai pas de formation en psychothérapie, donc à aucun moment, je suis à même de recevoir des patients parce que j'ai pas été formée, j'étais formée pour recevoir des gens, mais pas pour prendre en charge finalement la souffrance, la santé mentale. Et pour autant, demain, je peux me mettre une plaque de thérapeute où je peux ouvrir et ne pas avoir forcément les compétences pour, si je refais pas une formation, accueillir les gens. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu tout ça? C'est un bordel sans nom. Bon, les choses faciles, c'est le psychiatre ou la psychiatre, c'est un ou une médecin, c'est quelqu'un qui a fait médecine, qui peut éventuellement être formé à la psychothérapie, mais qui surtout, c'est la personne qui prescrit. Donc en général, nous, en tant que psychothérapeutes, on travaille avec les psychiatres quand on estime que nos patients sont dans une souffrance telle qu'ils auraient besoin de médicaments pendant un certain temps, ou l'inverse, les psychiatres qui reçoivent des patients dont ils estiment qu'ils auraient besoin de psychothérapie nous les adressent. Notamment en ville. En ville, il n'y a pas assez de psychiatres, donc de toute façon, voilà. Alors il y a quelques psychiatres qui font de la psychothérapie, bon, c'est assez rare, mais globalement, voilà, c'est le ou la médecin qui a fait des études de médecine et qui surtout sait détecter pour le coup les pathologies psychiatriques et donne des médicaments en conséquence. Tu as le ou la psychologue, c'est quelqu'un qui a fait un bac+5, un master en psychologie. Alors c'est là que c'est déjà le bordel parce que t'as plein de types de masters différents et puis t'as plein de facs différentes. T'as des facs qui par exemple, dans le master, vont te permettre de faire le niveau 1 en EMDR, donc tu as une pré-formation quand même en psychothérapie. Tu peux avoir des facs pendant le master qui vont te pré-former à la TCC, ou les thérapies cognitivo-comportementales. Donc il y en a puis t'en as d'autres, tu sors de là, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais avec mon patient, quoi. Donc là déjà, on a un problème de formation qui pose problème. Mais bon, en tout cas, voilà, psychologue, c'est déjà un peu le bordel parce que c'est quelqu'un qui a forcément un master en psychologie, donc la fac, bac+5, mais par contre, on sait pas trop ce qu'il y a dans le master, donc ça va vraiment dépendre. Alors le psychothérapeute, c'est compliqué puisque avant c'était quelqu'un qui avait une formation en psychothérapie, mais depuis 2012, l'application de la loi Accoyer, en fait maintenant, comme on a voulu protéger la pratique de la psychothérapie, mais bon, l'intention était bonne, mais la manière dont ça s'est fait, ça n'a pas du tout créé ça. On s'est dit bon, il faut que les gens qui pratiquent la psychothérapie, on encadre leur formation. Et donc on a donné ce titre aux psychologues cliniciens, ça veut dire les gens qui ont fait un master en psychologie clinique, donc c'est un type de master, mais déjà ils se valent pas de l'un à l'autre tous ces masters, donc en fait on n'est pas du tout égaux quand on sort. Mais bon, donc on peut avoir le titre de psychothérapeute sans être formé à la psychothérapie, ce qui a été mon cas. Enfin, en tout cas, à la fac. Moi, j'étais formée aussi à côté. Mais si j'avais fait que la fac, mon master, moi, il me formait pas du tout à psychothérapie. Mais par contre, je sortais avec le titre de psychothérapeute. Donc, c'est juste pas possible, quoi. Et donc, et ils ont fait la même chose avec les psychiatres. Ou les médecins. Les médecins qui ont un certain nombre d'heures de formation en psychopathologie peuvent avoir le titre, mais ils sont pas forcément formés. Donc, finalement, l'intention était bonne de protéger la pratique de la psychothérapie parce que c'est important d'être bien formé. C'est un métier qui est complexe, difficile. Donc, ça paraît logique qu'il faut y être formé. Mais bon, en l'état actuel des choses, les gens qui ont le titre sont pas forcément très bien formés à ça. Et puis après, il y a tous les titres de psychopraticiens où ça peut être des gens qui ont fait des formations à la thérapie dans des écoles privées et qui sont extrêmement compétents, comme ça peut être des gens qui sont formés en 3 jours. Exactement. Donc, et pareil, je reprécise que tout ce qui est thérapeute n'est pas protégé. Tous les gens qui mettent thérapeute, même, il y a que le titre de psychothérapeute qui est protégé aujourd'hui. Bon, et du coup, il y a un autre aspect qui fait que les gens sont perdus et tu t'en as parlé rapidement, c'est-à-dire que tu parlais de MDR, de TCC. L'approche psychothérapeutique, c'est-à-dire que les gens se disent bon, ok, j'ai choisi, je vais aller voir un psychothérapeute. Maintenant, comment je choisis l'approche, quelles sont les différences entre les approches? Alors déjà, première chose, je reprécise, je l'ai là, que Catherine a fait un super livre où elle présente justement plusieurs approches et où vous pouvez aller voir ce qui se passe finalement par le petit trou de la serrure chez un psy et comment on travaille en fonction de différentes approches. Mais bien sûr, c'est pas exhaustif parce que je crois que tu disais, toi, tu t'intéresses beaucoup aux différentes approches psychothérapeutiques et surtout
à leur efficacité, qu'il y a plus de 500 approches, je crois, qui sont référencées. Tu disais enfin, je me trompe peut-être. Alors j'avais entendu, mais en fait j'ai jamais lu de trucs très fiables là-dessus. J'ai lu plusieurs choses où on disait qu'il y en avait plus de 400, et dernièrement j'ai lu un papier où il disait qu'il y en avait 1200. Donc bon, enfin quoi qu'il en soit, c'est toujours trop, et c'est aussi pour ça que moi je m'intéresse à tout ça, parce que je me dis à quoi ça sert d'avoir tout ça. D'ailleurs c'est ce que dit un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bruce Wampold, aux États-Unis, qui fait beaucoup de recherches sur les facteurs communs justement aux psychothérapies. Qu'est-ce qui fait que globalement, quand on fait des études sur les psychothérapies, la plupart ont des résultats équivalents en termes de diminution de symptômes, de mieux-être dans la vie des patients, etc. Et c'est pas possible. Il s'est dit c'est pas possible d'avoir des thérapies aussi différentes que les psychothérapies d'orientation analytique qui sont basées sur des choses qui, en partie en tout cas, sont pas scientifiques du tout, et les TCC qui sont un peu le grand écart où là eux ils veulent faire que de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire on veut faire presque de la recherche comme on le ferait en médecine, ce qui est quand même là aussi un peu délicat, mais dans les deux cas, en tout cas, c'est un grand écart, et néanmoins on a des résultats à peu près similaires. Donc lui il se disait, bon, maintenant il faut arrêter d'essayer de comparer les psychothérapies, on a compris qu'il y en a plein qui marchent, maintenant on veut comprendre c'est quoi ces facteurs communs. Et donc voilà. Ah, ce serait un peu long à décrire, je fais une conférence en octobre là-dessus justement. Et justement, si on part de ces facteurs communs, alors l'idée c'est pas que tu nous partages tous les facteurs communs, mais c'est que tu puisses aider un patient qui veut aller consulter et bon, qui déjà a du mal à trouver l'approche psychothérapeutique. Bon, il a décidé de choisir un psy parce que on lui a recommandé. En général, c'est la meilleure façon de faire. En fait, la question qu'on me pose tout le temps, c'est comment choisir le bon psy pour soi. C'est la merde. Moi, il y a quand j'ai commencé à moi-même à avoir des psys pour moi-même, donc c'était il y a maintenant 23 ans. Oh là là, la première fois que j'ai dû voir, voilà, parce que j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé à une époque, et justement, je fais partie de ces gens qui ont attendu en fait avant d'aller voir les psys, parce que j'ai beau être psy aujourd'hui, déjà je l'étais pas à l'époque, je m'orientais pas du tout pour faire ça, et pour moi le psy c'était effectivement pour les gens, ça va, moi j'ai pas besoin quoi, je suis pas faible et je suis pas malade quoi. Donc c'est pour ça que je comprends tout à fait quelque part comment sur le plan social on en vient à penser ça, on nous convainc de ça finalement. Alors après il y a la société, il y a nos familles, enfin tout un tas de choses, de facteurs, mais voilà. Donc j'en ai vu 7. Alors pour le coup, j'avais aucune connaissance sur les différentes approches. Moi j'ai pris sur, je sais pas, à l'époque c'était les pages jaunes, je suis allée sur les pages jaunes dans la ville où j'étais quoi. Et donc il y en a avec qui j'ai fait 2-3 séances, et d'autres à la fin de la première séance j'ai dit non mais juste ça va pas être possible en fait comme ça. Notamment j'ai souvenir d'un psychiatre qui était là pendant que je parlais. Alors pour le coup effectivement lui il ne me parlait pas, mais par contre il écrivait et il faisait ah, je vois, d'accord, je vois. Ouais, sauf que moi, je voyais rien du tout. J'aurais bien voulu qu'il me dise ce qu'il voyait. Et donc, ça, je suis sortie de là en me disant, non, ça va pas être possible. Donc voilà, j'ai vu d'autres gens qui m'ont pas laissé parler, qui m'ont expliqué tellement de choses que, du coup, j'ai pas pu parler. J'ai eu d'autres personnes où je dirais pas qu'elles étaient pas compétentes, ça j'en sais rien, c'est juste que il y avait pas eu de feeling et du coup je me suis pas sentie comprise ou prise au sérieux ou des choses comme ça. Voilà. Donc je dirais que comme il y a beaucoup d'approches de psychothérapie qui fonctionnent, ça vraiment de plus en enfin c'est avéré vraiment avec les recherches qu'on fait. Même si je sais qu'il y a des collègues qui sont pas d'accord avec ça, moi vraiment la première chose que j'ai dit c'est il faut se sentir bien. Alors après je suis spécialisée dans la prise en charge du trauma, mais c'est la sécurité qui compte avant tout quand on a eu des traumas. On a fait péter notre sentiment de sécurité avec le traumatisme, il faut se sentir en sécurité. Et si la tronche du psy vous revient pas, le débit de parole vous revient pas, on se vexe pas en fait, ça nous remet pas en cause en termes de compétences, mais on sait très bien que voilà, ça peut activer des choses chez les gens. Si vous avez des gens dans votre histoire qui vous ont maltraité et que, je sais pas moi, votre psy s'habille toujours avec la même couleur de pull que la personne à l'époque, en fait ça pourra pas marcher. Donc voilà, vraiment, c'est comment on se sent. Alors après, c'est pas toujours simple non plus, notamment quand on a des problématiques relationnelles, parce que généralement, on se méfie de tout le monde aussi, donc on fait comme on peut. On peut aussi évaluer, si on estime qu'on se sent plutôt pas trop mal, les progrès qu'on fait. Est-ce qu'on a l'impression quand même qu'au bout d'un certain nombre de séances, même quand parfois la thérapie peut être longue, notamment quand il y a des traumas, régulièrement on peut parler de plusieurs années de thérapie, mais voilà, globalement, dans les premiers mois, on commence à avoir des petits changements. Donc ça peut être aussi bon signe. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des connaissances sur les techniques un petit peu, ou que vous voulez que ce soit plus ou moins scientifique,
posez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, on va dire c'est aussi notre rôle à répondre, quelle est notre formation, pourquoi on a choisi les approches qu'on a choisies, voilà, est-ce qu'on les a testées sur nous-mêmes en tant que patients quand on a été nous voir des psys, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur la formation, parce qu'effectivement là-dessus, malheureusement, le titre ne suffit pas à connaître la formation d'une personne, quoi. Et oui, et c'est quelque chose qui revenait beaucoup aussi, et je pense que c'est important qu'on reprécise ça pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, mais moi pour le coup, aller voir un psy, alors pour quelqu'un qui a une pathologie somatique et déjà un diagnostic, qui ne connaît pas ma pathologie, je me sentirais pas en sécurité. Ou des gens qui disent bah est-ce qu'il doit forcément connaître la pathologie en tant que telle. T'en penses quoi toi? Est-ce qu'un psy doit avoir vécu ce que son patient a vécu pour vraiment l'aider? Alors je suis en train de changer d'avis là-dessus. En fait, non, je pense que ça dépend. D'une manière générale, non, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que les psys devraient avoir vécu toutes les pathologies possibles et inimaginables pour pouvoir les aider. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de connaître le fonctionnement de la psychologie, avoir en tête que quelle que soit la pathologie, il y a des choses qui vont être impactées dans tous les cas, donc les pensées qu'on va avoir sur soi-même, sur les autres, sur le monde, le type d'émotion qui va être déclenché, donc le système de stress va être différent, les comportements vont être différents, le type relationnel va être différent. Donc là-dessus, c'est surtout ça qu'on a besoin de connaître, quelle que soit la pathologie qu'ont nos patients. Après, je pense que ça va dépendre aussi en partie de notre personnalité. Il y a des choses pour lesquelles je pense qu'on a plus ou moins facilement de l'empathie, parce que soit on les a vécues nous-mêmes, mais ça peut être un biais aussi. Quand t'as vécu toi-même quelque chose et que ton patient t'en parle, il faut aussi faire attention. Parfois, on a... Pas projeter. Exactement. Tu peux essayer presque de conseiller ton patient. Non, mais attends, c'est pas parce qu'on a la même pathologie que qu'elle soit somatique. Il y a autant de... par exemple, si je reprends mon exemple sur l'endométriose, ou même la fibromyalgie, tu as autant de patients différents qui réagissent différemment à ces pathologies, en tout cas sur le plan psychologique, que c'est pas parce qu'ils ont la même pathologie. Je pense que ça aussi, ça va dépendre des patients. Il y a des patients qui ont vraiment besoin de soit de se dire que leur psy est passé par là aussi. Moi, j'ai des patients que ça a aidé que je leur dise j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé et d'un trouble panique, donc j'ai fait des crises d'angoisse et je les ai vécues dans mon corps. D'autres s'en foutent complètement. Ça les intéresse pas. Ce qui leur importe, par contre, c'est que je sois à leur écoute, que je prenne en compte ce qu'ils disent, que je les crois surtout. C'est sûr qu'il y a des choses que, en tant que psy, si on les a jamais vécues, ça peut être très nouveau, et donc on va pas réagir de la même manière. Même en non-verbal, je sais pas, moi, si quelqu'un me parle d'une crise d'angoisse, certainement que, si je me filme, certainement qu'on va avoir des choses comme ça, du genre, je vois ce que vous voulez dire. Alors que si on me parle de quelque chose que j'ai pas vécu, peut-être mon visage va être plus de « Ah, ok », tu vois. Et pour certaines personnes, peu importe, ça va rien changer tant que la personne a l'impression qu'elle est comprise. Et puis pour d'autres, ça va changer. Oui, ça va dépendre finalement de la sécurité quel patient, qu'est-ce qu'il met en sécurité. Et peut-être des croyances, peut-être que si toi-même en tant que patient, tu penses que si ton psy, il peut pas te comprendre s'il a pas vécu, peut-être ça va agir sur l'alliance. Donc en fait, c'est pour ça que je dis je change d'avis, parce qu'avant, c'était sûr, je disais non, mais vraiment... on peut et en théorie oui, c'est-à-dire tant qu'on a on fait tout le reste des facteurs communs, et ben oui, en fait j'ai des patients qui me parlent de choses que je n'ai jamais vécues, dont je connais personne qui l'a vécu, mais néanmoins l'alliance thérapeutique est bonne, les éléments de travail les aident, et ils se sentent entendus, compris, et on avance, et donc c'est pas un problème. Et puis pour d'autres ça le sera. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut que les gens testent, en fait, hein. Il faut pas qu'ils hésitent à, même si je sais que c'est compliqué et que c'est coûteux, parce qu'on arrive, on fait déjà le pas et on va expliquer ce qu'on est en train de vivre, de devoir le réexpliquer. Et puis financièrement, hein. Oui, et puis financièrement aussi, parce qu'on n'a pas parlé de cet aspect. En effet, c'est un des premiers freins, je pense, à la consultation, c'est l'aspect financier, en effet. Si on revient à ce qu'on disait finalement, de ce dont on parlait au début de la vidéo, c'est-à-dire vraiment la prise en charge de la douleur et les facteurs psychologiques, est-ce que toi, justement, si on revient sur les approches de psychothérapie, tu penses qu'il y a des approches de psychothérapie qui vont être plus
plus efficace, plus utile pour les gens, c'est-à-dire quelqu'un qui a des douleurs chroniques, ou même moi je parle de symptômes chroniques parce que je pense que c'est un peu le même schéma sur la perception que la perception douloureuse, même si on a beaucoup moins d'études là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses, enfin je sais que tu vas pas me déconseiller des approches psychothérapeutiques, mais on va dire plutôt est-ce que tu m'en conseillerais certaines, est-ce que tu en conseillerais certaines aux gens en disant bah peut-être allez plus vous renseigner sur quelqu'un qui a cette pratique ou qui a cette approche psychothérapeutique ou peu importe selon toi. Alors, je vais donner un avis subjectif qui est le mien, puisque pour moi, c'est très important de faire de la recherche en psychothérapie, même si c'est pas facile pour tout un tas de raisons, parce que isoler des variables humaines, c'est pas simple. Mais c'est très important pour moi quand on sait que dans certaines études, ils vont jusqu'à 5%, 10% des patients qui vont plus mal après la thérapie qu'avant. Donc pour moi, faire de la recherche, même si c'est pas facile, c'est hyper important de l'en faire pour qu'on limite de plus en plus ces situations-là. Donc évidemment, je vais recommander, moi, subjectivement, des approches qui font de la recherche, qui essayent d'évaluer les méthodes qu'elles utilisent pour savoir qu'est-ce qui fonctionne là-dedans exactement et qu'est-ce qui amène des changements. Voilà, donc évidemment là-dedans on pourra retrouver les TCC évidemment qui sont les premières thérapies qui ont fait de la recherche, donc c'est là où vous en retrouverez beaucoup. Vous avez évidemment le MDR qui en fait de plus en plus, la thérapie des schémas, la dissociation structurelle commence à de plus en plus se développer, de toute façon tout ce qui est traumato se développe de plus en plus. Vous avez la thérapie ACT aussi qui fait pas mal de recherches. Ce qui est important dans le cas des douleurs chroniques, c'est que les recherches qui sont menées là-dessus, mais plutôt inter-approches, donc c'est pas sur une approche en particulier, disent que il faut pouvoir travailler sur les pensées catastrophistes. Donc c'est-à-dire quand on se dit j'y arriverai jamais, j'en peux plus, cette douleur sera là toute ma vie, la prochaine fois elle me fera encore plus mal, enfin des scénarios catastrophes on pourrait dire. Donc il faut des approches qui travaillent sur, on pourrait dire, la restructuration cognitive. Il faut des approches qui travaillent sur la régulation émotionnelle, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les mécanismes de la douleur et les mécanismes émotionnels partagent les zones cérébrales, et donc si la zone cérébrale est lésée, du coup ça va impacter tout ça. Donc il faut des approches qui ont des techniques qui travaillent sur la régulation émotionnelle. Il faut des approches qui travaillent sur la relation, et il faut des approches, parce qu'on sait que le fait d'être dans des relations, ça va aussi jouer notamment sur le sentiment d'impuissance, d'être seul, de pas s'en sortir, etc. Et puis sur les comportements. C'est-à-dire que, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des évitements quand on a des douleurs, et puis par exemple certains mouvements, en fait, on croit qu'ils vont faire mal parce qu'une fois on les a fait d'une certaine manière, ils ont fait mal, mais en fait il faudrait réapprendre à les faire d'une autre manière parce qu'en fait c'est nécessaire et ça va diminuer. Bon voilà, quand on a dit ça, déjà tu retrouves les étapes globalement dont j'ai parlé dans mes ateliers. Donc si vous trouvez une approche qui travaille sur ces différents éléments, en fait, et il y en a plein, en fait ça va aider quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Et puis éventuellement, comme on disait, en amont sur les traumatismes, là d'une approche de psychotrauma, parce que on sait que ça peut être utile. Au niveau plus pratique, quand les gens se disent j'aimerais bien travailler avec telle ou telle approche, je dis n'importe quoi, justement une approche plus liée sur les en psychotraumatologie, ou moi tu sais que je suis plus les approches psychocorporelles aussi me parlent beaucoup. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que je pense que de changer la relation aussi qu'on a avec ses sensations et avec le corps, pour moi c'est le premier prérequis, mais c'est complètement subjectif, hein. Le premier prérequis pour après aussi pouvoir mettre d'autres choses en place. Comment on fait pour trouver un psy, parce que maintenant on a la possibilité de consulter des psys partout, j'allais dire dans le monde, mais bon, on va rester en France. Comment on fait pour trouver les différents psys au niveau des différentes approches? Alors moi, je conseille toujours les associations, les organismes de formation, ou faut voir avec les associations qui sont en lien justement avec les approches psychothérapeutiques. Oui, ou tapez psy, le nom de l'approche que vous voulez, et puis votre ville. Sur Google, tu peux trouver ça. Après, à nouveau, comme toutes les formations se valent pas, n'hésitez pas à contacter les psys en question et leur demander quelle est leur formation, vraiment. Après, pour les TCC, vous avez l'association AFTCC qui a un annuaire. Donc les personnes qui ont validé leur formation chez eux, ils sont dans l'annuaire. Vous avez la FTD qui est une association qui a aussi un annuaire. Donc là, c'est l'association francophone du trauma et de la dissociation. Donc là, vous avez des gens qui sont formés aux approches du psychotrauma, et donc dans ces approches-là, il y a des approches psychocorporelles importantes. Après, vous avez le CEFTI qui commence à faire donc ça, c'est la thérapie des schémas.
et ils sont en train de commencer à créer un annuaire des personnes qui sont formées chez eux et commencer à créer des certifications. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis après, pour les autres, je les connais moins. Donc concrètement, si on reprend un peu ce qu'on s'est dit, il faut pas que le patient hésite à aller consulter plusieurs psys s'il se sent pas forcément en sécurité ou à l'aise ou avec une approche ou avec le psy. Il faut pas qu'il hésite à poser des questions, même dès lors qu'il prend le rendez-vous. C'est pas mal vu par un psy parce qu'il y en a plein qui n'osent pas en se disant que le psy ne va pas forcément répondre, mais vous pouvez poser des questions. Et c'est sûr que si tu poses des questions sur la vie privée, peut-être on va dire qu'on répond pas, mais voilà, c'est. Mais à la rigueur, on pourrait demander est-ce que vous avez déjà vécu telle situation, tu vois, et on pourrait répondre non, je l'ai pas vécu. Par contre, je pense que ça m'empêche pas de vous aider. Et dernière chose, en tant que psychothérapeute, et je pense que tu nous l'as bien partagé là, on peut aller consulter en tant que patient un psychothérapeute pour des problématiques de gestion de la douleur. Et le psy peut nous aider à changer notre relation avec la douleur et peut nous aider justement au quotidien, dans notre vie au quotidien, à mieux vivre avec ces douleurs persistantes, voire quelquefois à les diminuer. Tout à fait. Et puis comme tu l'as dit toi aussi, parce que dans les approches de psychotrauma, il y a souvent une dimension corporelle, de se réconcilier un peu avec son corps, parce que quand le corps est douloureux, parfois on devient phobique des sensations, parce que notre cerveau s'est mis en mode un peu, je simplifie à nouveau un peu à l'extrême, mais on-off, c'est-à-dire soit j'ai pas de sensations dans mon corps et ça va, soit j'ai des sensations et tout de suite je suis dans je suis dans une sensation, une sensibilité, une hypersensibilité douloureuse, et il n'y a pas de là ça va, là c'est un tiraillement mais ça me fait pas mal, etc. Parce qu'en fait, on est devenu phobique et c'est tout à fait logique. Oui, puis faut aussi préciser que vivre avec des problèmes de santé chroniques, ça peut créer du traumatisme. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est rarement pris en compte quand on consulte un médecin. Malheureusement, dès le moment, on n'ose presque pas dire qu'on en souffre psychologiquement. Et pourtant, tu nous as dit que avec des douleurs chroniques, 80% de patients qui possiblement peuvent faire une dépression parce que c'est extrêmement difficile. Oui. Au bout d'un certain temps, ouais. On finit juste rapidement par cette notion psychosomatique. Alors, j'y rapidement, c'est hyper dur de parler rapidement de ça de toute façon, parce que c'est pareil, c'est un mot qui a été estampillé pour plein de personnes en errance médicale, de dire c'est psychosomatique, et qui était relié vraiment dans j'allais dire l'inconscient collectif à si c'est psychosomatique, c'est dans votre tête. Je pense que c'est important qu'on reprécise aux gens que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est pas parce que c'est psychosomatique, c'est pas parce que il y a des facteurs psychiques qui interviennent sur le corps et à l'inverse, parce que tout est lié, que forcément on est en train de dire que la douleur est dans la tête, que le symptôme vient d'un problème psychologique ou autre. Cette idée, elle vient quand même d'une réalité qui est que pendant longtemps et aujourd'hui ça c'est mieux, mais c'est encore perfectible. C'était nommé comme ça dans le DSM. Le DSM, c'est le manuel de santé mentale américain, et donc c'était ce qui était appelé la psychosomatique était considéré comme un trouble psychiatrique. Si tu regardes un petit peu les papiers qui sont, les papiers qui sont écrits sur la psychosomatique, de plus en plus, on est en train de dire maintenant, alors on va se détendre sur la question, ils le disent pas comme ça, mais je te traduis ce que je comprends, parce que par exemple, si on prend l'exemple de la fibromyalgie, qui pour moi, même l'endométriose, je pense qu'on n'était pas loin de ça aussi, en tout cas la fibromyalgie, on a dit pendant longtemps, c'est dans la tête. Il y a plein de gens à qui on avait fait ce diagnostic, et en fait, on a arrêté de chercher quoi que ce soit en examens médicaux, et puis on leur disait allez voir le psy, quoi. Et aujourd'hui, il y a plein de recherches sur la fibromyalgie, et on se rend compte qu'en fait, non, c'est un trouble neuro. Donc, même si on sait pas exactement encore tout, mais on sait même aujourd'hui que c'est des éléments neuro. Donc, il faut être très prudent avec ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'imagerie qui nous montre certaines choses que ça veut dire que dans 10 ans on trouvera pas, quoi. Donc simplement, on peut dire à quelqu'un éventuellement, aujourd'hui on trouve pas et on peut continuer à chercher, mais ne pas décider que c'était psychosomatique. Parce qu'avant, la définition, c'était quand la médecine ne trouve pas, et quand on a fait plein d'examens qui donnent rien, alors c'est psychosomatique, et donc ça signifie que c'est psychiatrique. Maintenant, il y a des chercheurs qui disent, maintenant, faut arrêter avec faire de la recherche sur la psychosomatique en psychologie, psychiatrie ou du côté médical. En fait, ça doit être un domaine de recherche à part entière qui doit comprendre à la fois des gens qui travaillent en psychiatrie, en psychologie, et à la fois des personnes qui travaillent dans le domaine médical. Et il faut qu'on en fasse un domaine spécifique parce que ça n'est ni psychologique
ni médicale. Il faudrait faire de la recherche plus approfondie là-dessus et il y a des gens qui vraiment militent pour que ça devienne un domaine de recherche à part entière. Bon, merci beaucoup Catherine pour toutes ces informations. Je pense qu'ils vont être précieuses pour beaucoup de gens. Puis vraiment, je te remercie d'avoir participé, de nous avoir éclairé. Parce que je reprécise qu'au niveau de la douleur, dans quelques jours va sortir une formation, alors qui est à destination des professionnels de santé, hein, qui est pas pour les patients, mais pour justement sensibiliser les professionnels de santé aux facteurs psy et à comment aider les patients qui souffrent de douleurs persistantes. Donc je l'ai pas faite toute seule, hein, c'est en collaboration avec un kiné justement qui lui est dans un domaine dans lequel parfois ils savent pas comment orienter les patients vers des psys ou comment peut-être commencer à faire un pré-travail psychologique qui est pas de la psychothérapie mais pour aider les patients. Donc voilà, effectivement on a fait ça. Bon, à bientôt Catherine. À bientôt, merci beaucoup pour ton invitation, j'espère que ça aura pu aider et puis vraiment je trouve que tu fais un super boulot autour de tous ces sujets en plus scientifiques. Moi je suis très sensible à ça aussi dans ton travail, c'est que tu sources ce que tu dis et tu expliques voilà quelque chose qui est pas toujours pris en compte dans les milieux psy, qui est justement la douleur somatique, parce que comme on a pu le dire, parfois c'est un peu clivé, c'est soit médical, soit psychologique, mais non, toi tu parles vachement bien de tout ça, donc j'espère que tu continueras longtemps. Et bravo pour tes 10 000 abonnés du coup. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur la consultation auprès d'un psychologue quand on vit avec une maladie chronique. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai dans le cadre soit d'une vidéo courte sur Instagram, soit je l'intégrerai dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez encore approfondir ce thème de la consultation psy ou de ce qu'on fait chez le psychologue, je vous encourage fortement à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Catherine, à la suivre sur Instagram. Vous pouvez également aller suivre ses ateliers en ligne pour commencer à faire un travail chez vous. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. Vous pouvez surtout vous abonner à la Lettre Psy, qui est un email qui est édité par Catherine la Psy un dimanche sur 2, et vous allez retrouver des contenus inédits, 3 articles inédits, et surtout, vous allez retrouver la synthèse de tous les contenus qu'ils proposent pour être sûr de ne rater aucune de leurs publications. Quant à moi, si ce n'est pas déjà fait, je vous mets un lien ici pour aller suivre la masterclass gratuite que je vous ai proposée il y a maintenant 2 mois, qui s'appelle Mieux vivre avec la maladie. Si vous souffrez de problèmes de santé chronique, que vous avez du mal à faire face, je vous encourage fortement à aller la visionner, puisqu'à l'intérieur de celle-ci, je vous donne un plan d'action en 8 étapes pour mieux vivre, mieux faire face aux difficultés que vous rencontrez au quotidien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.